Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des recommandations pour les cadeaux de Noël. J'espère que la partie 1 vous aura plu. Moi, je n'en sais rien pour l'instant puisque la vidéo n'est pas encore sortie, mais j'espère vraiment que vous aurez aimé. Pour cette seconde partie, on est plus dans la catégorie adulte. J'ai très peu de young adultes, je crois que j'en ai qu'un seul à vous présenter. Mais sinon, pour les thèmes, on sera dans l'historique, 3 romans que j'ai pas trop su classer. Tout ce qui est un peu fantasy, mais réalisme magique, un peu de magie, et essais, non-fiction, biographie, etc. Et bien sûr, 2 recommandations de 2 booktubeuses que vous verrez à la fin. Donc si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude. J'ai moi mon thé sur la table parce que je pense que je vais me déshydrater. La dernière fois, j'avais filmé 1h12. J'espère que je filmerai un peu moins longtemps cette fois-ci. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, booster, je crois qu'on peut booster maintenant, partager, enfin bon, bref, faire vivre la vidéo. Petit aparté que j'ai oublié de faire dans la première vidéo, mais n'hésitez pas à aller acheter vos livres en librairie indépendante, je vous le recommande fortement, et je vous recommande aussi la seconde main, que ce soit librairie d'occasion, Emmaüs, Vinted, enfin bref, la seconde main c'est très chouette aussi. Voilà, mon petit laïus est fait, donc on va pouvoir commencer avec l'historique. Le premier pour cette catégorie, c'est Pachinko de Min Jin Lee. C'est un roman historique que j'avais adoré, je l'ai lu il y a 3 ans maintenant. Et je l'avais lu en e-book, je ne l'ai pas dans mes bibliothèques, mais j'aimerais bien l'avoir parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une sacrée pavasse, hein. En poche, il fait, alors attendez, j'avais regardé, il fait 640 pages en poche, donc il faut apprécier les pavés, mais je vous jure que ça se lit vraiment tout seul. Pour vous parler de l'histoire, ici on est dans les débuts des années 30 en Corée, et on va suivre Sunja qui va tomber amoureuse d'un mec, elle va tomber enceinte, et elle va très vite se rendre compte qu'il ne va absolument pas l'épouser puisqu'il est déjà marié au Japon, et il a déjà des enfants. Un mec bien, et bah forcément c'est un peu la honte pour elle parce que dans ces années-là, si tu tombes enceinte hors mariage, voilà, je ne vous fais pas de dessin, et du coup elle va être sauvée entre, j'allais dire entre guillemets, mais pas tant dans ces années du coup, par Isaac. Oui, c'est ça, Isaac, qui est un pasteur chrétien, et il va l'emmener au Japon. C'est une très grande fresque familiale, on va suivre 4 générations pendant 8 décennies, et il va se passer énormément de choses. C'est une famille qui va rencontrer beaucoup de difficultés, et notamment le racisme, parce que quand les Coréens arrivent au Japon à cette période-là, ils sont extrêmement pointés du doigt, vraiment c'est un peu des parias, et du coup ils vont devoir faire face en famille à toutes ces difficultés, et j'ai trouvé que les 2 personnages féminins sont extrêmement forts, autant mentalement que, j'allais dire physiquement, pas forcément, mais juste elle tire vers le haut toute la famille. Et du coup c'est Sunja et sa belle-sœur, je sais plus comment elle s'appelle. C'est des personnages que j'ai beaucoup aimés. Il y a une certaine complexité, il y a une certaine dureté aussi dans la façon de vivre, mais en même temps il y a beaucoup d'amour, même si c'est pas forcément dit, c'est démontré dans certains aspects. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça m'avait fait pleurer. Si mes souvenirs sont bons, c'est probable parce que je pleure très vite. Mais ouais, c'est un récit très complet que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas lu l'autre roman de l'autrice qui est sorti, c'est La famille Anne, je crois. Mais pareil, c'est un pavé, hein. Mais en tout cas, Pachinko, j'ai trouvé que c'était un récit hyper complet et très informateur aussi sur cette période-là, parce que du coup, c'est le début des années 30, et forcément, il va y avoir la Seconde Guerre mondiale, pardon, et du coup, ça impacte aussi leur vie, ça impacte leurs conditions de vie, tout simplement. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce récit, et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime les romans historiques et qui est intéressé par la Corée et le Japon et les relations qu'il y avait entre les deux, je vous conseille vivement Pachinko, parce que c'est en fait, vu que ça commence dans les années 30 et que ça finit 8 décennies plus tard, on couvre une très large palette de l'histoire, et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Le deuxième livre historique que je vous recommande, c'est toujours dans un pays d'Asie, mais cette fois-ci au Vietnam, avec Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khai Mei. C'est une histoire avec une double temporalité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les récits, et ici on est dans la guerre du Vietnam, du coup Vietnam-États-Unis, avec Dieu Lan, oui c'est ça, Dieu Lan et sa petite fille Huong, et elles vont devoir fuir leur village à cause de tous les bombardements qu'il y a sur les villages, et pour qu'elles soient en sécurité.
en semblant de sécurité. Et en parallèle, on va suivre la vie de Diolane, la grand-mère, quand elle était plus jeune, avec les années 30, après la Seconde Guerre mondiale, etc. Et elle va nous raconter un peu toute l'histoire, et c'est pareil, une très grande fresque familiale et du pays aussi, du Vietnam, toute son histoire. En fait, moi j'y connaissais absolument rien et ça m'a beaucoup appris. D'ailleurs, j'en avais fait un vlog que je vous remettrai dans le petit quelque part. Et c'est un récit qui m'a beaucoup touchée. J'ai évidemment pleuré. Bon, je suis désolée aussi encore une fois pour la luminosité, mais il fait très moche, donc c'est un peu compliqué de filmer et j'ai pas d'éclairage. Donc bref, petit aparté. Mais oui, ça m'avait énormément plu. J'ai trouvé que c'était hyper informatif. Ma maman l'a lu et elle a beaucoup apprécié aussi. J'ai pas encore lu le deuxième livre de l'autrice. C'est Là où fleurissent les cendres. Je vous conseille vivement ce roman si il y a une personne qui est intéressée par le Vietnam. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée et qui peut mener par la suite à d'autres romans qui parlent de cette période. Les 3 premiers que je vous présente sont de la même maison d'édition, mais je l'aime beaucoup. Le troisième, c'est Le réseau Jane de Heather Marshall, donc toujours aux éditions Charleston. Ici, on est sur une triple temporalité avec Angela en 2016-2017, Evelyn en début dans les années 60 et Nancy dans les années 80. Et en fait, tout ce roman tourne autour de l'avortement et du droit à l'avortement au Canada et comment ces femmes vont lutter pour que l'avortement soit légalisé. Si jamais il y a une scène graphique d'un avortement, donc je préfère vous prévenir, c'est hyper perturbant. Moi j'ai réussi à la lire, mais je pense que pas tout le monde ne pourra. Je crois qu'elle est au début du récit, ça fait un petit moment que j'ai lu aussi, donc je peux pas vous dire précisément où est-ce qu'elle est. Mais voilà, je préfère vous prévenir si jamais vous voulez l'offrir. Sachez qu'il y a quand même une scène assez graphique. Et c'est un roman que j'avais beaucoup apprécié par rapport au thème du récit, parce que forcément le droit à l'avortement et le droit à l'accès à l'avortement, c'est quelque chose qui m'anime et qui anime, je pense, énormément de femmes, et d'autant plus avec ce qui se passe aux États-Unis et à quel point on revient en arrière. Donc pour moi, ce genre de récit, c'est hyper important à faire découvrir et à partager, parce que tout est remis en question constamment sur le corps des femmes, sur le choix, sur leur corps, alors qu'en général c'est des hommes sans utérus qui prennent ce genre de décision. Bref, vous avez compris mon point de vue sur ce sujet. Du coup, Evelyn Taylor, elle est docteure dans les années 80 et elle du coup pratique des avortements clandestins. Nancy va devoir se faire avorter par Evelyn et ensemble elles vont lutter pour le droit à l'avortement, et vous verrez aussi pourquoi il y a un lien avec Angela au début du récit. J'avais énormément aimé, je crois que j'ai pleuré aussi, je vais pas me répéter, mais je pense que j'ai pleuré beaucoup de mes lectures, donc voilà, c'est celui-là aussi, il fait pleurer, comme ça vous êtes au courant. Et voilà, n'hésitez pas à l'offrir à des personnes qui veulent s'intéresser au sujet, ou même qui sont sensibles à ce sujet-là. Le prochain livre, devinez quoi, il m'a fait pleurer aussi, c'est Le silence d'Isra d'Etaf Room. Ici, on est aussi sur une double temporalité avec Isra en 1990, ça commence en Palestine, et du coup Isra, elle a 17 ans, elle va être mariée à un jeune homme, et elle est très heureuse parce que en fait ce jeune homme habite aux États-Unis, donc elle a vraiment de grands rêves américains en se disant ça va être le pays de la liberté quoi, et elle est très très enthousiaste à cette idée-là, sauf qu'elle déchante très vite en arrivant aux États-Unis. Elle est confinée dans cette petite maison, ça se passe pas très bien avec ses beaux-parents. L'espèce d'amour qu'elle avait pour son mari, il s'effrite très vite parce que en fait elle avait ce conte de fées en tête et ça se brise en un instant. Et en parallèle, on va suivre Deya en 2008 à Brooklyn. Et elle a 18 ans, donc elle est en âge d'être mariée selon sa famille, sauf que c'est pas du tout ce dont elle a envie. Elle a envie de faire des études, elle a envie d'autre chose, elle a envie d'ailleurs, et sauf que sa famille l'enferme beaucoup, donc il va y avoir une grosse rivalité entre elle et sa famille. Et du coup, ces deux histoires se répondent et c'est vraiment hyper touchant. Isra m'a vraiment transpercé le cœur. J'ai trouvé que le titre du roman reflétait absolument ce qui s'y passait. Vraiment, il y a des lourds silences et qui font mal. Il y a de la violence. Je vais pas vous dire laquelle, sinon ça va vous spoil. Si jamais vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à m'écrire sur Instagram. Je vous remets mon Insta juste ici. Et je vous dirai du coup de quelle violence il s'agit si jamais vous voulez l'offrir en sachant de quoi il s'agit. C'était pas très clair je crois, mais bon, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup touchée. Encore une fois, c'est une
invisibilisation, voilà, des femmes. Et j'ai eu mal au cœur, mais en même temps c'était hyper bien écrit, très bien construit. Je n'avais pas vu venir la révélation. Je pense qu'elle peut être assez évidente, mais c'est vrai que moi j'y avais pas du tout pensé. Mais vraiment c'est un roman qui mérite d'être lu, qui mérite d'être découvert à plus grande échelle, parce que je trouve qu'il n'a pas été grandement plébiscité. Et pour moi, c'est un très bon récit et très fort. N'hésitez pas à l'offrir pour Noël, comme ça il sera encore plus diffusé et ce sera encore mieux, parce que vraiment je trouve que ce récit c'est une pépite et qui n'a pas du tout été vu à sa juste valeur et lu par un plus grand nombre. Donc bref, n'hésitez pas à l'offrir. L'un des seuls young adultes de cette vidéo, c'est Hotel Castellana de Ruta Sepetys. C'est un roman que j'ai adoré, encore une fois. Celui-ci non plus, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, mais j'ai très envie de l'avoir parce que j'avais adoré. Ici, on est sous Franco en Espagne et j'ai vraiment beaucoup étudié cette période pendant mes études, donc vraiment, je la connais assez bien. Ici, on est en 1957 à Madrid. On va y suivre Daniel Mathison, qui est un américano-espagnol. Espagnol-américain, bon bref, vous avez capté. Son père est américain et sa mère est espagnole, et du coup, ils vont vivre dans l'hôtel Castellana. Vu que c'est un expat, on va leur mettre un peu des paillettes dans les yeux, un beau voile de « Ouh, l'Espagne, regardez comme elle est chouette, elle est belle ». Bref, vous voyez l'idée, et en gros, lui, ce qu'il veut, c'est devenir photographe et participer à un concours de photographie en montrant la vraie Espagne, de ce que vivent vraiment les Espagnols. Et pour ça, il va rencontrer Anna, qui est femme de chambre dans cet hôtel, et Anna va lui montrer ce que c'est vraiment l'Espagne, ce qu'ils vivent vraiment, quelles sont leurs conditions de vie, comment ils sont opprimés, et c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Elle est extrêmement bien documentée, vraiment, il y a des choses qui s'y passent qui sont extrêmement réalistes, et on voit bien à la fin, il y a une bibliographie qui est vraiment très épaisse. Je ne sais plus combien de pages elle fait, mais en tout cas, c'est vraiment bien fourni, et je peux vous dire que c'est quand même assez réaliste par rapport à tous les textes que j'ai étudiés quand j'étais en études. J'ai vraiment retrouvé certaines informations que j'avais pu étudier. C'est aussi un pavé, mais vu que les chapitres sont courts, ils se lisent hyper rapidement. Donc vraiment, je vous invite vivement à l'offrir pour Noël. C'est un récit qui mélange à la fois la réalité de l'Espagne sous Franco et en même temps cette histoire entre ces deux personnages qui est très touchante, et aussi la soif de véracité de Daniel. Il veut vraiment montrer ce qu'est l'Espagne, et Anna, dans un certain sens, a envie de ça aussi, malgré le fait qu'elle ait peur. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce récit et j'ai très envie de l'avoir dans mes bibliothèques. Donc n'hésitez pas à regarder en seconde main parce qu'il est sorti il y a un petit moment, donc pourquoi pas. On va passer aux 3 romans que j'ai pas trop réussi à catégoriser. Le premier, c'est Terra Fria de Maria Ana Torres. C'est aux éditions La Grange Batelière. Dans cette histoire, on est dans un petit village de Trás-os-Montes. C'est une région au nord du Portugal, une région que je connais bien puisque c'est la région où vivent mes grands-parents. Enfin, que je connais bien. Je connais bien leur petit village. Donc ça m'a fait énormément plaisir de lire sur cette région parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de récits, et celui-ci, il est vraiment très beau, et il y a un côté très sentimental pour moi. On va y suivre 2 jeunes filles, une qui part du petit village et une autre qui revient, et on va y suivre les différentes saisons qui se succèdent. On va y suivre un peu tout ce qui s'y passe. En fait, c'est assez contemplatif parce que c'est un récit assez court et il n'y a pas énormément d'action, mais j'ai trouvé ça très beau et poétique, et ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Donc si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime le Portugal, ou en tout cas qui a peut-être aussi de la famille là-bas d'origine portugaise, je pense que ça pourra lui plaire. Il y a une petite phrase dans le résumé que je trouve assez parlante. « Il faut voir les oliviers en été, quand le ciel est d'un bleu qui perce les pupilles, et la terre aussi ocre que le soleil. Une providence d'ombrage où le vent souffle à peine, une caresse sur des épaules endolories par l'effort. » Voilà, je trouve ça très beau, très poétique, et je vous invite vivement à découvrir cette maison d'édition, La Grange Batelière. Ils ont des titres qui ont l'air très bien. Le prochain, c'est aussi un livre qui est très doux et qui m'a fait beaucoup de bien au cœur. C'est Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est un récit où on va suivre une ligne de train au Japon. C'est la ligne Hankyu Imazu qui relie Takarazuka à Nishinomiya. Voilà, j'ai lu, mais parce qu'il fallait, j'allais pas m'en souvenir sinon. Et en gros, on est sur un roman choral où à chaque station, on va suivre un personnage différent, donc à chaque chapitre, un personnage différent, qui sont tous reliés entre eux par
des petites choses et moi j'ai beaucoup apprécié. C'est très doux déjà. En fait, la couverture en dit long sur le récit. C'est un récit très doux aux couleurs douces et ça représente très bien. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui aiment bien le Japon, qui aiment bien les romans qui sont assez doux, les trains, s'ils aiment bien les trains, ça va leur plaire. Et moi, ça m'avait beaucoup touchée. C'est une petite bulle de douceur qui fait énormément de bien au cœur et au moral. Le dernier de cette catégorie inclassable n'est pas tout aussi mignon, il est tout aussi poétique, mais il va vous briser le cœur. Préparez la personne à qui vous allez l'offrir, parce que vraiment, elle va finir retournée. Il s'agit de Betty, de Tiffany McDaniel. J'étais obligée de mettre un Tiffany McDaniel dans cette sélection, parce que Tiffany McDaniel, vraiment, je l'adore. J'en ai lu que 2, mais j'ai très envie de découvrir tout ce qu'elle a écrit. Mais celui-ci, c'est le premier que j'ai lu et c'est celui qui m'a le plus retourné le cœur, le ventre, les tripes, enfin bref, tout le corps entier et le cerveau. Et j'ai tellement pleuré, mais en même temps, c'est tellement beau. Là encore, il y a énormément de trigger warning, de violences en tout genre. Toutes les violences auxquelles vous pouvez penser probablement sont dans ce livre. Il y a de la violence physique, sexuelle, psychologique, verbale, de l'inceste, violence animale, racisme. Et c'était déjà un beau florilège. J'ai peut-être pas tout, mais vous avez saisi l'idée. Du coup, ici, on va suivre Betty. C'est une petite fille qui a 10 ans. Elle est d'origine Cherokee, puisque son papa est Cherokee et sa maman, elle est américaine, donc elle est blanche. Et Betty, elle a pris toutes les caractéristiques Cherokee de son papa. Donc elle a la peau mate, les cheveux bruns, raides. Donc autant vous dire qu'elle subit énormément de racisme. On est dans une petite ville en Ohio, dans les années, je sais plus, 60, 50, 60, enfin en tout cas dans des années où le racisme, on y va très fort. Et c'est la 6e d'une famille de 8 enfants. Oui c'est ça, 8 enfants. Et en fait c'est très touchant parce que Betty, elle subit énormément de violence, mais en même temps c'est un récit très brut et fort, mais c'est toujours contrebalancé avec beaucoup de poésie. Et la traduction de François Happ est magnifique, vraiment c'est un bonbon à lire, enfin un bonbon, non, c'est pas un bonbon parce que c'est un bonbon très acidulé si c'est le cas, parce que vraiment on chiale comme jamais, mais c'est tellement beau et fort comme récit que je vous invite vivement à le découvrir ou à vous le faire découvrir. Après, comme je vous l'ai dit, soyez préparés, c'est 700 pages, je crois, il est dispo en poche hein, aussi, c'est ça, hein, c'est 700 pages. Ouais, c'est ça. 700 pages de brutalité, mais en même temps de douceur. Maintenant qu'on a passé cette catégorie des inclassables, on va passer à la catégorie où il y a un soupçon de magie, autant dans le réalisme magique qu'avec un petit peu de fantaisie. Vous allez voir tout ça. Et le premier que je vais vous présenter, c'est Babel de R.F. Kuang, évidemment. C'est aussi un de mes coups de cœur, donc c'était le deuxième de l'année dernière. C'était mon top 2 et mon top 1, c'était Betty. Donc voilà, je vous refile tous mes tops de l'année dernière. Là, je vous le présente en anglais, mais bien sûr, il a été traduit en français chez De Saxus, mais c'est un traducteur qui est très réputé, donc je pense que la traduction est vraiment très très bien. Ici, on va suivre Robin Swift. C'est un jeune chinois, il est cantonais, enfin il est d'origine du Canton, et en gros, il va être récupéré par le professeur Lovell après que toute sa famille ait été décimée par une sorte de peste, choléra, enfin un truc où tout le monde est mort sauf lui. Et en gros, le professeur Lovell va le ramener en Angleterre et va le faire étudier pour qu'il puisse entrer à l'académie de Babel, à la tour de Babel, pour devenir traducteur. Et je ne l'ai pas mis dans la catégorie magie au hasard, puisqu'il y a un peu de magie à l'intérieur, parce que il y a de la magie sur des barres d'argent. En gros, quand vous êtes traducteur, comme Robin va étudie pour le devenir, en gros, il y a une certaine magie où des paires de langues, des paires de mots vont avoir un certain pouvoir. En gros, si on écrit un mot en anglais, on a son équivalent en français. Selon les subtilités de langage, la barre d'argent va avoir un pouvoir différent. C'est pas très bien expliqué je pense, mais j'espère que vous comprendrez. Si la personne à qui vous voulez l'offrir aime les langues, la traduction, la traductologie, les linguistiques, enfin la linguistique pardon, c'est un roman que je vous invite vivement à offrir. D'autant plus si c'est une personne qui lit en anglais, je pense que c'est un vrai bénéfice de le lire en anglais, malgré le fait que je suis sûre que la traduction est très bien. Il y a vraiment des subtilités de langage sur l'anglais et comment elle est construite et comment le récit est construit.
C'est extrêmement bien fait et expliqué. Moi j'ai adoré parce que c'est quelque chose que j'ai étudié aussi. On parle beaucoup plus de traduction au début du récit. C'est pas que j'ai pas aimé, hein, c'est juste qu'elle avait plus de post-it. Mais j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Il y a un côté où il y a énormément de violence et de racisme. Et en fait, l'autrice, elle dénonce la colonisation par le langage. Et j'ai trouvé que c'était très fort. Donc, ah oui, j'ai peut-être pas précisé, mais le sous-titre c'est Babel ou la nécessité de la violence. Donc, il y a de la violence dans le récit. Voilà. Je sais plus si je l'avais dit, mais bref, c'est un récit que je vous conseille 1000 fois et que je vous conseille 1000 fois d'offrir. Vous pensez vraiment que j'allais vous recommander des livres à offrir pour Noël sans vous parler de ma maison d'édition préférée? J'ai choisi Le Dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauré. J'aurais pu vous présenter Descendre sur tes mains qui est juste là, oui, mais j'ai eu envie de vous présenter celui-ci parce que il y a un petit soupçon de magie que j'ai beaucoup apprécié. La magie est pas hyper présente, mais elle est présente sous les formes de fantômes et j'ai bien aimé ça. Pour vous parler de l'histoire, ici on est en Angleterre en 1865 avec Oscar Tellan. C'est un jeune aristocrate qui va perdre sa mère et son père est un capitaine de navire et il va le prendre sous son aile. Donc Oscar va embarquer dans le navire marchand de son père pour apprendre à connaître son père qu'il n'a jamais connu. Et de là va s'en suivre toute une aventure d'émancipation, de connaissance de soi. Parce que Oscar ne se connaît pas vraiment. Il a toujours vécu assez protégé dans sa famille avec sa mère et il est un peu perdu parce que la figure de sa vie est décédée, quoi. Et j'ai adoré ce récit. Il y a, vous savez, mon amour pour les grands bâtiments, pour les grands navires, etc. J'adore ça et là-dedans, on y est totalement. Il y a un petit peu de magie, de romance, de l'aventure, de l'introspection. C'est un récit que j'ai vraiment adoré, qui me reste encore en tête et que j'ai très envie de relire d'ailleurs. Je pense que je vais le relire l'année prochaine parce que vraiment, c'est l'un de mes préférés Hurlevent. Je pense que s'il y a Descendre sur tes mains et celui-ci juste après, c'est je pense mon top 2, je l'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à offrir des éditions Hurlevent pour Noël parce que autant la beauté du récit que la beauté de l'ouvrage en font un très beau cadeau. J'essaie de passer un petit peu plus vite sur les romans parce que j'ai l'impression de blablater, de me répéter 15 000 fois. Mais le prochain que je vais vous présenter, c'est La Maison au sortilège de Emilia Hart. Ici, on va suivre 3 femmes dans 3 temporalités différentes. La première, c'est Kate en 2019. Elle fuit Londres et elle va se réfugier dans un cottage qu'elle a hérité. Ensuite, on va suivre Violet en 1942. Elle est étouffée par les conventions sociales parce qu'elle est cloîtrée dans leur domaine familial. Et elle vit aussi avec le fantôme de sa mère parce qu'apparemment Violet lui ressemble énormément. Et la dernière femme qu'on suit, c'est Alta, en 1619. Et en gros, elle connaît le secret des plantes, donc forcément, il pense que c'est une sorcière. J'ai énormément aimé ce récit parce que j'ai trouvé ces 3 femmes très fortes. J'ai peut-être un peu plus apprécié Violet et Alta. J'ai trouvé que la temporalité de Kate, c'était un peu plus convenu que les 2 autres. Mais j'ai vraiment aimé leur destin à la fois différent et similaire sur certains aspects. Elles sont fortes mais en même temps il y a beaucoup de failles parce que la vie et les conventions sociales des différentes époques. Et j'ai vraiment adoré. Il y a un côté un peu féministe aussi que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, si vous aimez déjà cette couverture, si vous aimez le côté un petit peu sorcière, et il y a une pointe de magie qui rend le tout hyper addictif. Je suis vraiment désolée, le soleil se barre de plus en plus, c'est une catastrophe, il est 16h. Et le dernier de cette catégorie, c'est Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Ici, je l'ai aux éditions Belin Éducation en espagnol, mais il existe en français sous le nom Chocolat amer. Je vous mettrai la photo juste ici. Si jamais vous voulez offrir un livre en espagnol, je trouve que ces éditions sont vraiment très bien. Il existe une collection en espagnol et en anglais, parce que du coup c'est une collection avec des mots dans la marge, des mots traduits. Et aussi il y a des quiz à chaque chapitre pour savoir si on a bien compris avec une synthèse du chapitre les éléments clés, les différents personnages, etc. Et je vous présente celui-ci parce que c'est celui que j'ai préféré. Je suis en train d'en lire un deuxième, mais malheureusement, je crois que je vais l'abandonner parce que j'aime pas trop. Dans cette histoire, on est au Mexique et on va suivre Tita, qui est une cuisinière hors pair. Dans ses recettes, on retrouve des ingrédients tels que la jalousie, l'amour, la folie, la révolution ou encore la famille. Donc,
C'est une histoire d'amour impossible. C'est vraiment le réalisme magique comme on se l'imagine en Amérique latine et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est hyper bien fait, hyper bien ficelé et c'est une histoire que j'ai vraiment adorée. D'autant plus la lire en espagnol, ça m'a fait énormément de bien et beaucoup de plaisir parce que on voit toute la palette de personnages et Tita est hyper touchante et on sent que sa cuisine c'est comme ça qu'elle montre qui elle est et ce qu'elle ressent. Et j'ai l'impression que ses émotions sont décuplées avec la cuisine. Si jamais, je vous conseille d'offrir ça à quelqu'un qui aime manger, qui aime faire la cuisine, qui aime un peu le réalisme magique, d'autant plus que chaque chapitre est une recette. Par exemple, le chapitre 1, on a les tartes de Noël, les tourtes de Noël, avec les ingrédients qui sont listés juste là et avec la manière de faire, enfin la préparation. C'est un récit qui me reste en tête et je trouve qu'il mérite d'être découvert et donc offert à Noël. Je reviens vite fait vous parler d'un livre que j'ai complètement zappé pendant le tournage, c'est Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard. C'est un roman que j'ai lu il y a pas très longtemps et j'ai énormément aimé. Je le catégoriserais plutôt en young adulte parce que l'héroïne elle a 15, 16, 17 ans, enfin en tout cas elle est mineure, mais il y a un côté un petit peu d'horreur, donc il faut que la personne à qui vous l'offriez aime ça, parce qu'il y a un côté un peu dérangeant et qui met mal à l'aise tout au long du récit, mais je trouve que c'est bien fait, donc c'est un peu dans le bon sens du terme. Je vais essayer de vous expliquer l'histoire. On suit Astrid qui vit avec sa petite sœur et son grand-père dans un petit village qui semble être l'Alsace ou la Lorraine, mais en fait c'est qu'il y a un espèce de patois qui a l'air d'être de l'allemand, donc j'imagine que c'est de l'alsacien. Donc bon bref, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à l'Alsace. Et en gros, c'est une famille qui est extrêmement marginalisée parce que les filles, un peu comme dans La Maison au sortilège, connaissent les plantes et concoctent des remèdes. Donc forcément, elles sont catégorisées comme des sorcières. Donc c'est le mal incarné selon le prêtre du village. Elles vont vivre leur petite vie et un jour, le grand-père d'Astrid va lui dire de ne pas s'approcher de la rivière parce que la rivière est dangereuse. Et Astrid, elle y prête pas forcément attention parce que son grand-père a tendance à toujours avoir ces espèces de visions et prémonitions un peu brumeuses et elle comprend jamais trop pourquoi. Et en fait, elle y prête pas attention parce que elle a besoin d'aller à la rivière pour nourrir ses chèvres, enfin faire toute sa vie, donc enfin pour faire tourner la maison tout simplement. Donc elle y prête pas plus attention, mais petit à petit, elle se dit que c'est quand même bizarre ce qui se passe dans le village. Il y a des choses très étranges qui se passent par rapport à des expressions françaises qui se métamorphosent. Je vais pas vous en dire plus, c'est assez brumeux encore une fois comme résumé, mais j'ai énormément aimé. Comme je vous disais, il y a un côté un petit peu gênant et qui met mal à l'aise parce que je trouve qu'il y a un côté un petit peu poisseux, une ambiance un petit peu lourde. Je trouve qu'Astrid est particulièrement intéressante parce qu'il y a comme toute une euphorie dans le village et elle, c'est un peu la tête raisonnée et du coup elle est encore plus pointée du doigt. Et je trouve que la fin de ce récit est la meilleure qui soit, un peu comme dans Babel, parce que je trouve que l'autrice va au bout de ce qu'elle voulait dire et de ce qu'elle voulait démontrer par cette fin. Donc vraiment, je vous invite vivement à l'offrir à Noël. En plus, il y a une autrice française chez une petite maison d'édition, donc c'est un bonus. Maintenant qu'on a passé un petit peu toute cette magie, on va se tourner plutôt vers la non-fiction. Je vais passer rapidement sur le premier livre, puisque mon ami vous l'a présenté dans la dernière vidéo. C'est Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Le titre parle de lui-même. On va suivre du coup Christiane qui va se droguer et prostituer à 13 ans. C'est un témoignage de cette jeune femme en Allemagne, du coup à Berlin précisément, dans les années je ne sais plus quoi, mais je vous conseille plutôt d'aller écouter l'avis de mon amie, puisque l'avis de Fanny était très complet et je suis entièrement d'accord avec elle. Le deuxième que j'ai à vous présenter dans cette catégorie, je vous l'ai présenté maintes et maintes fois, puisqu'il s'agit de Traduire Hitler de Olivier Manoni. Et en fait, Olivier Manoni est un traducteur spécialiste du Troisième Reich et il a été mandaté pour retraduire Mein Kampf de Hitler, puisque on lui a demandé de traduire toutes les incohérences et les mauvaises façons de faire d'Hitler, en gros de coller au plus au style d'Hitler, ce qui est tout l'inverse de ce que fait un traducteur littéraire. Et en fait, il va expliquer tout le processus, puisque c'est un processus qui a duré 10 ans. Désolée pour la chaudière qui se met en route. J'ai vraiment adoré toutes ces réflexions. Je trouve que c'est un homme extrêmement intéressant
qui sait de quoi il parle et c'est hyper pointu, hyper détaillé et on comprend à quel point ça lui a bouffé la vie pendant 10 ans, autant professionnellement que personnellement, puisqu'il avait énormément d'exemplaires du fameux petit livre rouge chez lui. Donc quand tu vois ça pendant 10 ans, ça te bouffe un peu l'esprit. Et il explique aussi pourquoi c'est important de s'informer sur ce genre de choses pour ne pas que ça se reproduise. D'ailleurs, elle a sorti un autre ouvrage qui s'appelle Couler brune que j'ai dans ma bibliothèque mais que pour l'instant je n'ai pas encore lu. Mais celui-ci, ça a été un coup de cœur, je l'ai adoré. Ensuite, un autre qui fait pas de mal à remettre en avant, Résister de Salomé Saké, toujours une bonne idée à mettre sous le sapin, il coûte que 5 € en plus. Salomé Saké, c'est une journaliste et dans ce récit, elle va parler de l'extrême droite, de comment ils en sont arrivés à arriver quasiment au pouvoir, de tout leur narratif, de tout leur vocabulaire qui s'impose dans les médias et de toute la médiatisation de l'extrême droite. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et le titre c'est Résister parce qu'elle nous donne des clés pour résister contre l'extrême droite. Donc voilà, je pense que c'est toujours une bonne idée d'offrir ça à tout le monde, surtout à votre tonton raciste. Et le dernier que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est Comment jouir de la lecture de Clémentine Beauvais. Là encore, c'est vraiment pas cher du tout, il coûte 3,50 € et je vais vous lire le tout petit résumé parce que je trouve qu'il est brillamment écrit et qu'il sera beaucoup mieux fait que le mien. Pourquoi se contenter de lire pour le plaisir quand on pourrait vraiment jouir de ses lectures? Apprendre à nommer ses plaisirs, à les reconnaître, à les trouver, à les analyser et à en chercher d'autres, tel est le but de ce joyeux manifeste pour des jouissances de lecture toujours renouvelées. Donc là, Clémentine Beauvais va parler de comment on peut choisir un livre, dans quel but, qu'est-ce que tu veux ressentir, de choisir ses lectures en fonction de ses envies réelles, si tu veux juste t'amuser et ne pas trop réfléchir à ta lecture, si tu veux plus... En fait, vraiment choisir ses lectures et être vraiment connecté à ses lectures. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'est très court, hein. Vraiment, ça fait à peine... ça fait 30 pages. Enfin voilà, ça fait une trentaine de pages. Et je trouve que c'est hyper sympa à offrir. Il y en a beaucoup dans cette collection. C'est la collection Alt de chez La Martinière. Je vous invite vraiment à découvrir cette petite collection qui est hyper intéressante. Les deux derniers titres de cette vidéo, ça va vous être présenté par deux copines booktubeuses. La première à qui j'ai demandé, c'est Pénélope de la chaîne Plop. Et elle vous a fait un petit audio, donc je vous laisse le découvrir. Coucou, désolée, je suis à la bourre 8000. Je voulais te faire une vidéo et en fait, j'ai pas du tout le temps, donc ça va finir en vocal et ce sera très bien. Je vais regarder mes derniers très bonnes lectures, etc. Je pense que je vais parler d'un livre, il faudrait que je fasse une vidéo dessus, mais bref. Et du coup, Golem Nani de Zimra, qui est une bande dessinée pour changer un peu, qui est publiée chez Dracou. Et déjà, les dessins sont absolument adorables et trop mignons. Et c'est très doux, très coloré, mais dans des tons pastels. Et c'est juste un plaisir déjà visuel. On était tombé juste sur la couverture et on avait été happé par la couverture en salon. Donc voilà, c'est déjà les dessins de prime abord et en plus c'est une petite cozy fantasy qui est très mignonne mais qui a un fond assez dur, assez sérieux parce que globalement ça va parler de deuil. L'histoire, c'est une petite fille qui perd ses mamans au début du récit et qui va du coup être aidée et portée un petit peu par le golem Nani qu'elles avaient laissé pour s'occuper d'elle. Et c'est très touchant, ça parle de grandir, ça parle d'accepter, ça parle du temps qui passe. Il y a vraiment des très chouettes messages, c'est très touchant, c'est une des rares BD qui m'a fait pleurer cette année. Et c'est voilà, très bien réussi en termes de sensations et de sentiments des personnages et de retranscription des sentiments des personnages. Il y a de très bonnes idées au niveau du character design et de l'univers qui est magnifique. Et il y a un système de magie qui repose sur la modélisation de l'argile qui est très chouette aussi. Et l'autrice, c'est trop mignonne, ce qui ne gâche rien, on l'a vu en salon du coup et c'était trop chouette. Voilà, bisous. C'est une BD que je n'ai absolument pas lue, je ne la connaissais même pas. Je vais vous insérer des images de la BD. Moi je ne la connais pas du tout, donc j'ai pas grand chose à vous en dire. J'espère que ce que vous en a dit Pénélope vous aura donné envie de l'offrir, parce que, encore une fois, une BD c'est vraiment trop bien à offrir. Et la deuxième personne à qui j'ai demandé, c'est Oriane de la chaîne Misère Pourpre. Et pareil, elle m'a gentiment fait des vocaux, donc je vous laisse tout de suite avec ce qu'elle a à vous en dire. Du coup, je te fais un petit vocal pour te parler d'un livre que j'aime de tout mon cœur. Je me suis dit au début, est-ce que je vais encore parler de Rebecca de Daphné du Maurier? Mais non.
Je vais te parler vite fait de mon livre préféré, je pense, de tous les temps, que j'aime d'un amour absolument infini. Ce livre, c'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, qui est traduit, si je ne dis pas de bêtises, par Raphaël Pache, qui est édité chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, et qui viennent d'ailleurs de ressortir sous un coffret, je crois, en 3 volumes, parce que c'est un texte qui est quand même assez long. On est sur un beau bébé de 1000 pages qui sont denses, qu'il faut avaler. Moi, tu sais que j'ai pas de problème avec les pavés, j'aime plutôt ça. Et celui-ci m'a complètement bouleversée. On est sur... Je vais essayer d'être assez, assez courte parce que moi j'ai vite tendance à m'étaler, mais on est sur l'histoire d'une maison dans laquelle habitent des jeunes, des enfants, des jeunes ados qui sont tous là pour des raisons médicales. On ne sait pas vraiment, ça reste très flou en fait, la raison de leur présence ici, mais on sait que ce sont des enfants différents qui ont des handicaps physiques. Et donc ils sont tous dans cette maison et ils y vivent et on finit par y vivre avec eux, et au fur et à mesure des pages, on s'enfonce dans, encore une fois, cette maison, mais qui est leur univers entier. Cette bâtisse avec sa petite cour, c'est tout ce qu'ils connaissent, presque tout ce qu'ils ont. C'est là où ils ont tous leurs repères, c'est là où leur écosystème entier se met en place, et donc ils en viennent à créer des lois, des règles, toute une espèce de hiérarchie ultra complexe. Et c'est tout ça qu'on suit, leurs difficultés, leurs joies, dans cette maison qui prend une place telle qu'elle en est presque le personnage principal. On finit presque par croire qu'elle est vivante, qu'elle... Je sais pas comment te dire, mais qu'elle imprègne et qu'elle s'infuse en chacun de ses enfants, et elle finit par le faire en nous-mêmes. C'est un livre qui est extraordinaire, qui est juste absolument fantastique en termes d'écriture, qui est tellement prenant, qui moi m'a embarqué pour toujours, et cette maison, j'y pense. Et ce qui est assez formidable, c'est que plus le temps passe, plus on est conscient qu'ils vont devoir à un moment, au vu de leur âge, quitter cet endroit. Et plus les pages avancent et plus on commence à appréhender en même temps que le moment de la fin, le moment de l'au revoir, nous avec le livre, eux avec la maison. Et je trouve que ce parallèle, il est bluffant, il est terriblement douloureux à la fois. C'est un livre dans lequel j'ai pleuré encore et encore, et après l'avoir fermé, je me rappelle que j'ai eu besoin plein de fois, tu vois, d'y retourner, de relire quelques passages, de moi aussi retourner dans cette maison qui m'avait accueillie pendant tellement longtemps. C'est un livre extraordinaire, franchement. Je sais qu'il peut rebuter de par sa taille, mais si toi t'as l'occasion, je sais pas si tu l'as lu, mais s'il y a des gens qui ont l'occasion et qui n'ont pas peur de se lancer, vraiment c'est époustouflant, c'est bluffant, c'est absolument incroyable. Bref, j'aime ce livre de tout mon cœur. Encore une fois, c'est un livre que je n'ai pas lu. Je sais que c'est une grosse pavasse, c'est tout ce que j'en sais. J'en ai entendu énormément parler, mais c'est vrai que je me suis jamais tournée vers cet ouvrage, donc j'ai pas grand chose à vous en dire non plus. En tout cas, j'espère qu'Oriane vous aura donné envie de l'offrir à Noël, et je les remercie grandement de s'être prêtées au jeu. Je crois que je les ai pas remerciées, mes copines aussi, dans la dernière vidéo. Donc merci beaucoup à Fanny et Elsa de s'être prêtées au jeu aussi. Je sais que c'est pas facile comme exercice, donc merci beaucoup les meufs, c'est trop gentil. J'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. J'espère vivement que ces 2 vidéos vous auront donné envie d'offrir des livres à Noël, parce que c'était vraiment le but. Moi j'adore offrir et recevoir des livres, que ce soit pour Noël, pour mon anniversaire ou pour n'importe quelle autre occasion. Je trouve que le livre c'est un trop bon cadeau. Et voilà, j'espère pas grand chose d'autre. Aimez, commentez, partagez la vidéo, faites vivre cette vidéo, ce serait super cool. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!